Warm welcome to you from Geneva, Switzerland. I'm Rida Sadki, and we're here for a Bonjour à tous de Genève en Suisse et nous allons maintenant écouter Madame Kane de l'OMS pour qui elle va nous parler des ressources humaines dans le domaine de la santé. Vous savez qu'il s'agit d'une conversation éclair et au bout d'un quart d'heure de sa présentation, eh bien, nous vous demanderons si vous voulez poser des questions et seulement si vous décidez de continuer au-delà du temps imparti, eh bien, vous pourrez, si Catherine est d'accord. Maintenant, nous aimerions savoir si ce sujet des travailleurs soignants communautaires est lié à votre travail. Et donc, dites-le nous, s'il vous plaît. Et c'est lié au programme pour l'immunisation à l'horizon 2030. Et aujourd'hui, nous parlons des ressources humaines dans le domaine de la santé, avec les défis et puis les prévisions. Si vous voulez, nous avons également une option podcast si vous voulez écouter l'enregistrement de notre webinaire. Catherine Kane, je vais vous demander de vous présenter et de répondre à la première question. Quelle est la vision dans le domaine des ressources humaines et pourquoi est-ce que c'est pertinent maintenant? Et quels sont les défis, les obstacles, les problèmes en matière de ressources humaines dans le domaine de la santé? Merci. Je m'appelle Catherine Kane et je travaille à l'OMS et j'espère que vous allez comprendre comme je suis contente de vous parler aujourd'hui puisque je vais vous parler de mon sujet le plus important. Ces ressources humaines dans le domaine de la santé sont très, très importantes pour notre vision, c'est de permettre un meilleur accès aux services de la santé. Et l'idée, c'est évidemment d'améliorer la situation des gens dans les domaines sociaux, socio-économiques et sanitaires. Il s'agit de renforcer les systèmes de santé à tous les niveaux, nationaux, internationaux, régionaux. Et il ne peut pas y avoir de santé sans ces travailleurs. Et bien sûr, si il y a le programme pour l'immunisation à l'horizon 2030, comment est-ce qu'on peut le mener à bien sans travailleurs de la santé? Et récemment, nous nous sommes rendus compte qu'il manquait environ 12 millions de personnes dans ce domaine et on ne pourra pas le combler avant 5 ans. Et également, il y a eu des défis posés par le Covid, en plus de ce qui existait déjà dans ce domaine. Il faudrait qu'il y ait une meilleure disponibilité, mais il n'y en a pas forcément une meilleure répartition également. Et il y a plus de 100 000 personnes qui sont mortes, plus de 100 000 soignants communautaires qui sont morts du Covid et les autres sont épuisés. Il y a vraiment de gros défis qui se présentent à cette main-d'œuvre. Nous avons mené à l'OMS une étude pendant le Covid et il y a eu 3 études qui ont été internationales. Nous avons vu que dans la majorité des pays qui ont répondu, le taux de réponse est d'environ 70%. Et nous nous sommes rendus compte que l'obstacle principal de dispenser les bons services, c'était le manque de main-d'œuvre, et surtout concernant l'immunisation, où il y avait un petit peu, il y avait une baisse des immunisations au 4e trimestre de l'an dernier. Maintenant, ça remonte un peu
Mais 53% des pays avaient des problèmes pour immuniser à la fois pour immuniser pour les campagnes d'immunisation classiques et également pour l'immunisation supplémentaire. Merci beaucoup, Catherine. Maintenant, je vais me tourner vers les participants puisque nous avons davantage de questions et nous allons vous les poser. Il y a Ronnie, Daniel, David, Fodioada, Germain, Mauricio, Elena, Ousland, Puluakemi et Sumeso. Vous pouvez d'ores et déjà mettre vos questions dans la discussion ou bien vous pouvez lever la main et nous vous donnerons la parole probablement pour vous demander quelles questions vous voulez poser et également dites-nous quelle est votre expérience, ce que vous avez vécu. Ma question pour vous, Catherine, est les principes qui gouvernent la stratégie mondiale concernant les ressources humaines dans le domaine de la santé et qu'est-ce qu'elle essaie de réaliser, cette stratégie? Quel en est le but? Cette stratégie est fondamentale pour nous. Elle essaie elle permet d'obtenir un résultat où il y aurait suffisamment de travailleurs de la santé dans les bons endroits également. Quels sont les principes, pardon. Vraiment, ça concerne ce que nous faisons tous les jours. Nous promouvons le droit à l'accès aux services de santé. Et c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de fournir ces services sans discrimination, également de permettre aux populations locales de prendre en main leur propre santé et également nous promouvons leur droit à avoir accès à un service de santé de qualité sans discrimination. Par exemple, il s'agit pour se débarrasser de la discrimination selon le sexe, eh bien, 70% des travailleurs de la santé sont des femmes et elles sont en but à énormément de violences sexuelles dans le cadre de leur travail. Et il faut également qu'il y ait des pratiques de recrutement qui soient éthiques. Il s'agit de mobiliser, de soutenir et de permettre une collaboration et une inclusivité dans tous les secteurs. Voilà les principes, certains des principes. Et il s'ajoute à la promotion de l'innovation et à l'utilisation des preuves pour les soins. Donc, s'il vous plaît, levez la main ou bien tapez votre question, votre commentaire dans la discussion. Vous pouvez poser votre question en français. Si vous parlez français, probablement vous écoutez la traduction en français. Et j'ai mis sur l'écran comment obtenir cette traduction simultanée. Alors maintenant, le contexte du programme pour l'immunisation à l'horizon 2030. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Pourquoi est-il essentiel de permettre la disponibilité et la qualité de la main-d'œuvre et quel impact est-ce que cela a pour la réalisation de l'immunisation? Je sais que la plupart d'entre vous ont regardé ce programme en détail et vous avez dû voir qu'il y a des principes. Il y a dedans la disponibilité d'une main-d'œuvre de bonne qualité. Ça concerne la dispense des vaccins et également de l'immunisation qui est dispensée oralement. Et il y a également le vaccin anti-Covid et il faut des personnes pour vacciner les gens. Ces travailleurs étaient déjà des composantes très importantes du système de santé, mais elles le sont encore plus pour ce vaccin. Mais souvent, les populations qui sont le plus à risque d'attraper des maladies qui peuvent être prévenues
par le vaccin sont justement des populations qui sont difficiles à atteindre et qui n'ont pas tellement confiance au système de santé. Et les travailleurs de la santé, on l'a montré dans les études, bénéficient de la confiance des gens, de la population, beaucoup plus que les dirigeants politiques, les maires, les responsables administratifs, etc. Donc, il faut que ces soignants soient présents parmi la population et qu'ils dispensent des services régulièrement, non pas seulement pour proposer des vaccins anti-Covid à des populations qui souffrent d'Ebola ou du paludisme, ou des personnes qui ont besoin simplement de soins primaires. Il est absolument nécessaire de vacciner les gens et pour protéger les gens. Et pour ça, il faut qu'on ait des ressources humaines qui soient là, qui soient présentes et qui promeuvent la confiance auprès des populations et puissent répondre à leurs questions. Il y a une hésitation vaccinale et les gens se rendent compte que tout va bien après avoir été vaccinés. Parce que les gens, par exemple, se demandent si je me fais vacciner, est-ce qu'il faut que je pose une journée de congé et donc je ne vais pas être payé pendant une journée. Et tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles il faut travailler avec cette main-d'œuvre pour avoir une disponibilité des vaccins. Il y a des besoins importants de vaccination. La rougeole est très, très importante. C'est le premier besoin. Et il y a les gens, bien sûr, ont besoin d'informations et il y a des personnes qui dispensent les vaccins, puis il y a des gens qui également suivent la couverture vaccinale. Et bien sûr, il faut faire en sorte que des travailleurs soient disponibles. Je voudrais poser une autre question parce que les personnes qui vous écoutent vont mettre au point un plan d'action. Ça, ce sont les gens qui sont étudiants. Donc, quelles sont les considérations les plus importantes concernant ces ressources humaines dans la planification des actions de santé? Il y a des gens qui parlent de plans d'immunisation, par exemple. Quels sont les 3 principes les plus importants? Oh là là, c'est difficile. Il y a 3 considérations, mais la première recommandation, c'est parler à vos collègues qui s'occupent des ressources humaines. Nous pouvons vous aider à avoir une meilleure qualité de ressources humaines. Il faut voir également quels sont les besoins de la population. D'abord, au niveau individuel, eh bien, il faut s'assurer qu'on ait le soutien vraiment dont ont besoin ces ressources humaines, les compétences, par exemple. Il faut voir quel est le coût de ces ressources humaines. Plus on investit dans la formation et la formation tout au long de la vie, de plus on permet que le système de santé soit plus performant. Donc, il faut des main-d'œuvre qui soient éduquées, qui soient formées et qu'ils soient également aidés sur leur lieu de travail, également qu'ils soient payés correctement. Du point de vue des supérieurs hiérarchiques, il faut être sûr qu'ils organisent bien le travail des soignants, que dans leur budget, ils incluent bien tout ce qui concerne les besoins en main-d'œuvre et qu'ils se demandent également où ils peuvent maximiser leurs investissements. Souvent, ces ressources humaines sont financées par différents budgets.
Vous pouvez également réfléchir à une meilleure efficacité des budgets. Par exemple, on peut dispenser des vaccins pour les enfants d'une manière routinière et en même temps vacciner la mère qui amène les enfants au dispensaire contre le Covid. Et enfin, au niveau politique, rejoignez-nous dans notre demande des bonnes ressources humaines dans le domaine de la santé pour qu'on puisse avoir un plus grand poids et que ce personnel soit plus qualifié et de meilleure qualité. Quelquefois, il faut qu'il y ait un certain type de travailleurs pour, par exemple, dispenser des intramusculaires. Mais et on pourrait, à ce moment-là, peut-être former plus de personnes à cette activité-là. De cette façon, et ces personnes feraient des injections intramusculaires sous supervision. Merci beaucoup, Catherine, de nous parler de ces ressources humaines. Il y a une question de Barbara Shankar et Bouvratsume. Commençons par Gérald. Votre micro est allumé. À vous, Gérald. Si vous pouvez allumer votre caméra, ce sera encore mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez nous parler, présentez-vous s'il vous plaît, dites-nous où vous êtes et ce que vous faites. Merci. Je travaille avec l'OMS au Caire, au bureau régional du Caire. Je voudrais vous remercier de cette occasion que vous nous offrez. Ma question concerne le traitement, c'est-à-dire le salaire. La plupart du temps, eh bien, ils sont insuffisants. Et du coup, eh bien, les personnes de chez nous, par exemple, vont exercer dans des pays plus riches. Et ça, c'est difficile pour nous du point de vue de la quantité, de la qualité des ressources humaines dans le domaine sanitaire. Donc, d'après vous, que fait l'OMS dans ce domaine pour régler ce problème? Vous avez parlé des besoins, des coûts. Et également du manque de ressources. Et également du financement des systèmes de santé de différents pays. Si on regarde par exemple la proportion de médecins pour 100 000 habitants, eh bien, dans certains pays, ce chiffre est trop bas. Il est bien loin de ce qui est recommandé. Donc, qu'est-ce que vous pensez faire concernant ce problème, puisque nous avons une fuite des cerveaux? Merci beaucoup, Gérald. Votre question est claire. C'est une très bonne question. Et je peux vous envoyer d'autres supports, d'autres informations. Mais les ressources humaines pour la santé, c'est pas seulement la santé, c'est les finances, c'est l'égalité, c'est la formation. Et nous travaillons sur tous ces domaines. Et nous commençons par ce qui s'appelle l'analyse du marché de la santé ou du marché des travailleurs de la santé. Et nous considérons les travailleurs de la santé et les soignants comme d'autres personnes qui travaillent dans d'autres secteurs économiques. Et donc, ça veut dire que si on investit dans le sanitaire, eh bien, on aura de meilleurs résultats. Ce qui est important, c'est que
quand on investit dans un travailleur de la santé, dans un soignant, eh bien, on n'investit pas seulement dans son salaire, hein, on ne dépense pas seulement son salaire, mais on investit dans quelqu'un qui va permettre une meilleure équité entre les genres, par exemple, et une meilleure équité sociale. Quand vous payez une soignante, surtout les soignantes, eh bien, ça veut dire que vous promouvez la, vous payez pour la formation et également les femmes qui vont travailler dans un hôpital, par exemple, vont réinvestir leur argent dans de la nourriture. Donc, ils vont donner de l'argent à l'épicier, à la vendeuse d'épices et autres. Donc, tout cela permet un développement social. Il faut également donner la possibilité aux soignants de progresser dans l'échelle sociale, dans l'échelle de sanitaire en quelque sorte. Il faut investir dans le long terme. Et on peut également les former à nouveau, avoir une formation tout au long de la vie. Quand vous créez des bonnes opportunités de développement de carrière, comme je disais, eh bien, ces personnes restent dans leur pays. Et également, sur un niveau macro, eh bien, on travaille avec d'autres pays, avec les pays de départ, pour essayer de promouvoir un code de conduite dans le domaine des ressources humaines. Pareil, il faut que les pays qui reçoivent cette main-d'œuvre investissent dans la formation de ces personnes. Par exemple, un médecin qui quitte son pays va peut-être devrait apprendre dans son pays d'accueil de nouvelles possibilités, de nouvelles techniques. Et quand ce médecin retournera dans son pays, eh bien, il pourra aider son pays davantage. Il faut que ces personnes donc puissent retourner dans leur pays avec un meilleur bagage. La question suivante vient de Wani Shankar Tupate et concerne des situations de conflit, des contextes difficiles. Wani, vous avez la parole. Posez votre question et également dites-nous pourquoi vous vous intéressez à cette question, et également à tout ce qui concerne les soignants. Merci Reda. Merci de me donner cette possibilité. Je m'appelle Bhavansi Shankar, je suis indien. Ceux qui connaissent l'Inde vont savoir quels sont les défis dans ce domaine-là en Inde, concernant la densité de la population, la qualité des soignants. Et l'OMS a fait un très bon travail. L'Inde est bien progressé. Il est devenu un exemple dans le programme de vaccination contre le Covid et également pour tout ce qui concerne l'immunisation des enfants. Cependant, il y a des difficultés et Reda m'a demandé pourquoi je pose ces questions. Eh bien, dans une situation idéale, nous savons on sait de quels travailleurs on dispose et puis on peut les former, etc. Mais il y a des lieux en Inde qui sont inaccessibles aux travailleurs de la santé, aux soignants, parce qu'il y a des conflits. Par exemple, certaines zones Argavan, il y a des conflits au sein de la population. Of course, threat to life and not allowing access to those people. Du coup, eh bien, les soignants ne peuvent pas accéder à la population. Évidemment, les soignants ont peur de se rendre là-bas. Je voudrais savoir quelles recommandations vous auriez dans ce domaine
pour savoir quelle politique les États devraient adopter pour s'atteler à une situation comme celle-là et la régler. Cette question est tout à fait opportune puisque il y a beaucoup de situations de crise et également de violence. Je parle souvent à notre centre d'opération stratégique qui suit de près un certain nombre de ces situations. L'un des problèmes qui se perpétue, c'est la protection des soignants. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils travaillent sans protection. Vous savez qu'il y a eu des agressions contre ces personnes. Nous avons plusieurs fois lancé des appels pour le respect de la Convention de Genève. Nous allons proposer un compact pour les soignants qui permet une protection des soignants. Quand vous parlez de ces soignants qui vont dans ces zones, eh bien, vous parlez de leur protection. Mais la question, c'est également comment est-ce qu'on atteint les populations? Si je parlais de l'expérience indienne, je dirais que vous avez investi dans des soignants communautaires. Donc, comment est-ce que vous vous assurez qu'ils ont la capacité de dispenser des services qu'ils doivent délivrer? Donc, il faut continuer sans arrêt à investir dans les soins primaires au niveau communautaire dans toutes les situations. On peut se demander comment accéder aux populations qui se déplacent également. Et il faut également s'assurer, lorsque les personnes se déplacent, justement, que les soignants qui les accompagnent aient les moyens de les traiter, de les soigner, et qu'ils aient également tout le matériel nécessaire. Donc, prenez les populations de réfugiés, par exemple. Quelquefois, elles sont dans un autre pays où il n'y aura pas suffisamment de soignants et il faut continuer à essayer d'améliorer cette situation. Et au bout du compte, la santé est un marqueur de la paix. Lorsqu'il y a les bons services de santé qui sont nécessaires et une stabilité économique, eh bien, il n'y a plus de raison de rentrer en conflit avec les voisins. Il s'agit d'optimiser les tâches et puis également les rôles. Il faut vraiment se décider quel travailleur peut faire quoi. Et actuellement, nous essayons de définir mieux ces compétences, lesquelles sont nécessaires dans tel et tel pays pauvre qui a besoin d'aide. Et comme je le disais, je serais heureux de vous envoyer à travers la Learning Foundation différents documents sur contenant des idées sur la façon dont on peut permettre de répondre aux besoins et de permettre un meilleur accès. Merci beaucoup, Catherine Klein, de cette conversation éclair. Bien sûr, nous avons communiquer aux personnes qui suivent le cours sur l'immunisation un certain nombre de données, de documents. Bien sûr, vous avez différentes façons de nous poser davantage de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre invité. Merci beaucoup, Catherine.
Oh, and Bhavani, I'm sorry, I just saw your message now. If Catherine is still in the room, maybe we can at least... Bhavani, je viens de voir votre question. Si Catherine est toujours là, eh bien, vous pouvez encore poser de votre question. Bien sûr, ces questions ne sont pas théoriques ni académiques. Est-ce que... Ah, il est parti. Je suis... Merci à nouveau, Catherine. Je voulais remercier Joël également, mais elle est partie. Et merci également à Christiane Dos, notre interprète. J'espère que cette séance était facile pour elle. Merci, au revoir.